l'objet de cet échange est de recontextualiser surtout le système de retraite français parce qu'il n'est pas toujours très simple. Alors, comme vous le savez déjà, il repose sur 3 étages, 3 piliers. Donc le premier qu'on connaît très bien, c'est le régime général obligatoire. Alors, quelques chiffres, c'est 27 millions de cotisants et 19 millions de retraités. Enfin, 17, pardon. Donc, quand on écoute ces chiffres, très rapidement, normalement, on doit tiquer. Ça fait un rapport de 1,6, 1,7 cotisants pour retraités. On comprend qu'il y a une tension. Voilà, je ne vais pas épiloguer davantage là-dessus. La loi Pacte a remis les projecteurs sur cette épargne avec notamment un produit, le PER. Et donc, pour savoir qui va gagner la bataille de ce PER, je vais vous présenter nos experts qui vont pouvoir en parler. Donc, commençons par toi, Laurent. Donc, je te laisse te présenter. Bonjour, bonsoir plutôt, Laurent Azot, expert data, recherche et développement au sein de Cantalis. Cédric. Merci. Bonsoir, Cédric Cagé, responsable avant-vente chez Hermel, qui est éditeur de solutions pour l'assurance. Et Mathilde Descourtis, directrice associée au sein du cabinet Seabird, en charge des activités de transformation, d'où la référence tout à l'heure. Très bien. Tac, je passe à la slide suivante, pardon. Ah, c'était avant. Alors, quelques mots quand même pour commencer sur l'épargne retraite. Donc là, ici, on a une vue d'ensemble de l'épargne retraite en France, du moins de ses encours sur 4 ans. Donc, ce dont on s'aperçoit assez nettement, c'est qu'on a une augmentation assez fulgurante du PER depuis 2019, donc nécessairement après la loi Pacte, avec une croissance sur 4 ans en termes d'encours qui est proche de 31%. Donc a priori, on pourrait voir le PER comme... c'est en fait une place dans cette bataille, cette fois-ci, entre les produits d'épargne retraite. Et maintenant, si on se focalise sur le PER, qui, rappelons-le, est divisé en 3 produits, le PER individuel, le PER obligatoire et le PER collectif. On voit également une croissance assez importante, plus détaillée ici, avec notamment un niveau d'encours très fort pour le PER individuel. Et donc, avant de nous focaliser peut-être sur le PER, Mathilde, j'avais une question à te poser. Est-ce que le PER a gagné la bataille des produits d'épargne retraite? Et puis, est-ce que tu pourrais un peu nous commenter ces quelques chiffres et notamment la tendance du marché de l'épargne retraite? Alors, comme tu le disais, depuis la loi Pacte, et en tout cas c'était son but, c'était que le PER finalement gagne cette bataille. Et si on lit les différentes tribunes de Bercy, notamment cette semaine, tout le monde se félicite de ce succès. Alors, effectivement, on voit que ça progresse, et ça, c'est indéniable. Après, il faut se poser la question de ça progresse, mais ça progresse grâce à quoi? Et ça progresse en relatif aussi par rapport aux autres. Et comment? Il se trouve qu'aujourd'hui, quand même, l'article 82, le 83 et le Madelin représentent toujours à eux seuls 50% du coup de l'épargne retraite, malgré le fait que les transferts soient quand même largement promus. Et par ailleurs, on a du coup une croissance qui existe aujourd'hui, mais qui est très alimentée par les transferts, beaucoup plus que par de la collecte nette. On y reviendra peut-être après, mais quand on détaille les chiffres, on a plus finalement de 50% de ce stock existant sur le PER aujourd'hui qui provient en fait tout simplement des transferts des produits précédents que la loi Pacte est venue harmoniser au sein du PER et pour lesquels du coup l'ensemble des acteurs ont quand même œuvré afin que les stocks soient déversés de l'un à l'autre. Donc finalement on a un succès qui était mécanique. Fatalement, on allait avoir une hausse des encours. Pour autant, est-ce qu'on est sur finalement ce que recherchait la loi PAC, qui n'était pas simplement un transfert de poche à poche, mais bien une augmentation des encours de l'épargne retraite et finalement que ce troisième pilier de la retraite commence à avoir un poids significatif en France? C'est pas encore tout à fait gagné quand même. Très bien. Alors, je vous propose de continuer le propos avec quelques chiffres supplémentaires.
Alors, d'abord, quand même, 3,4 millions de Français détiennent un PER en 2022. Pour rappel, on est à 28 millions de cotisants pour le régime obligatoire. Donc, c'est pas rien quand même. Et un autre chiffre, donc on a parlé des transferts intra-produits d'épargne retraite, mais là, on voit quand même que 421 000 transferts ont concerné, partent plutôt d'assurance vie. Donc ça, je trouve que c'est quand même un chiffre assez intéressant. Alors, je ne vais pas tous les commenter et parler également du FRPS. Alors, donc le fonds de retraite professionnelle supplémentaire, on aura l'occasion d'en reparler plus en profondeur avec Cédric. Mais voilà, quelques chiffres également. 80 millions d'encours sous gestion pour les FRPS. Donc, milliards, pardon, excusez-moi. C'était un peu réduit. Mais voilà, globalement, effectivement, comme tu l'as dit, Mathilde, Bercy parle de succès extraordinaire. On est même presque obligé, on l'a évoqué dans la salle tout à l'heure, à travers des échanges, de parler de succès, quoi qu'il en coûte. Tu as déjà répondu à la question, mais je vais reprendre ce titre. Finalement, est-ce que c'est un succès extraordinaire, comme le dit Bruno Le Maire, ou est-ce qu'on est plutôt, finalement, sur un démarrage ordinaire, quand on sait en plus les attributs qui ont été dotés sur ce produit? Je pense qu'on est quand même plutôt sur un démarrage ordinaire, bien que depuis 2021, on constate quand même une certaine inflexion de la courbe. C'est jusqu'ici, on avait quand même une majorité en fait, de transferts, plus que de création d'affaires nouvelles. On a sur le stock du PER, on passe de 1 milliard en 2019 à 14 milliards en 2020, 30 milliards en 2021, 40 milliards aujourd'hui. Et sur ces flux, on a 5,6 milliards de collecte nette en 2021 sur les 15,4 milliards de versements. Donc ça reste minoritaire, mais ça progresse. Tout à fait. Et ces chiffres concernent en plus uniquement le PER individuel. Tout à fait. Donc, si on regarde les derniers chiffres d'encours, donc l'année 2022 n'est pas encore terminée, mais au 1er juin, on est à peu près 70 milliards d'encours pour le PER. Il est très probable qu'à la fin de l'année, on dépasse, c'est certain qu'on dépassera les 70, très probablement les 80, d'autant que voilà, il y a un effet de saisonnalité avec le mois de septembre dû à l'IR. Ok, très bien. J'avais une autre question, finalement, mais tu l'as déjà un peu évoqué avec ces transferts. Est-ce que fatalement le PER n'est pas amené à être l'unique produit d'épargne retraite? C'est un peu le but. Et puis, mécaniquement, de toute façon, on va avoir quand même ces transferts qui vont continuer à courir en termes de temps. Et donc, à mesure, les stocks se transfèrent de l'un à l'autre. La vraie question, c'est aussi, à mon sens, au-delà de savoir finalement sur quel véhicule d'épargne de retraite on est, c'est de savoir si l'épargne de retraite se fait une place dans le paysage de l'épargne tout court. Or, quand on compare l'encours du PER à celui de l'assurance vie, on est quand même encore sur un rapport de quasi 1 à 10. Donc, on n'est pas encore sur une culture de l'épargne retraite qu'on puisse dire à ce point marqué. Et peut-être, et on le verra tout à l'heure, parce que finalement, bien que la loi Pacte ait réuni les marchés des banquiers et des assureurs, on est encore sur une dynamique qui est quand même très Wells finalement, à l'instar d'ailleurs de celle de l'assurance vie. On n'est pas encore sur un produit qui soit parfaitement retail et donc de masse, et donc qui atteigne les objectifs qui étaient fixés par le gouvernement, et on comprend bien pourquoi, la tension dont tu as parlé tout à l'heure. Mais aujourd'hui, on a encore ce tropisme-là quand même, que l'épargne finalement en complément des rémunérations et des cotisations classiques reste quelque chose de relativement patrimonial. De ce que je comprends, et on a tous les yeux rivés là-dessus, c'est sur la part de collecte nouvelle 2022 attribuable au PER. Et comme tu l'as dit, effectivement, par rapport à l'assurance vie, on est sur des encours assez minimes. Je crois qu'on est sur 1700 milliards. 1800 milliards. 1800 milliards pour l'assurance vie. Donc là, 1er juin 2022, 70 milliards d'encours sur le PER, effectivement, ça reste relatif. Alors, à ce stade, voilà, est-ce que vous avez des questions sur les chiffres qui ont été présentés et le propos de Mathilde? Les gens
transfère-t-il de l'assurance vie à PER? Quel est l'avantage de l'un et de l'autre? C'est une question Je vais fiscale. passer le micro Aujourd'hui, entre il y a vous. surtout des gros avantages fiscaux jusqu'au 1er janvier 2023. Après, aujourd'hui, le PER offre, on le verra aussi après, les mêmes produits d'investissement que l'assurance vie. Hormis, on en discutera aussi après, du fonds euro qui reste un classique dans l'assurance vie et aujourd'hui dans le PER est très peu présent. Mais les gros, c'est avant tout des avantages fiscaux. Et par ailleurs, au moment de la loi Pacte, il y avait une étude qui avait été faite justement de savoir si par quoi en fait allait être composé cette espèce d'excédent de collecte. Alors on avait évidemment déjà anticipé les transferts et il avait été anticipé aussi une forme de cannibalisation justement de l'assurance vie pour les raisons qu'évoque Laurent. D'abord pour le package fiscal qui a quand même été offert autour du PER et parce que peut-être aussi au-delà de la partie vraiment financière, parce qu'on a créé finalement un produit retraite qui aujourd'hui peut être assimilable à ce qu'on peut trouver en assurance vie, mais en ayant un objet propre quand même, c'est-à-dire quand même préparer sa retraite. Peut-être que jusqu'ici, on peut se poser la question à l'envers, est-ce que certains n'utilisaient pas une assurance vie pour préparer leur retraite avant le PER? Et peut-être que là, on est juste en train de redessiner les contours du marché avec des véhicules qui vont peut-être devenir plus segmentés par moment de vie. Et c'était notamment d'ailleurs la volonté de la loi Pacte avec la consécration de la gestion pilotée pour la retraite. C'était consacrer un mode de gestion particulier, quand bien même il serait appuyé sur les mêmes sous-jacents, comme le disait Laurent, pour accompagner ce moment de vie qui est différent de celui de la vie active. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de continuer. Alors, je vous propose peut-être un rappel des principales caractéristiques de ce PER, donc en quelques slides pour savoir bien de quoi on parle. Alors, initialement, avec la loi Pacte, le législateur avait vraiment prévu un choc de simplification. C'était ce qui était tout à fait annoncé. En fait, l'idée derrière, me semble-t-il, c'était de former un marché, structurer un marché là où les consommateurs ne s'y retrouvaient pas. Des produits très hétérogènes, très complexes, peu lisibles, peu accessibles. Finalement, pas mal d'études ont montré que les Français ne savaient même pas qu'il était possible de se doter d'une épargne retraite. Et la loi Pacte a déjà permis un coup de projecteur là-dessus et a quand même beaucoup simplifié ce système. Ensuite, peut-être quelques informations sur les caractéristiques du PER. Alors, d'abord, une grande souplesse, ce qui n'est pas forcément le cas des produits précédents. Sortie en capital facilitée. Évidemment, il a été doté d'avantages fiscaux pour le propulser un peu sur la rente de lancement, avec des déductibilités des versements de l'assiette de l'impôt sur le revenu. Et on lui a aussi également attribué une portabilité très forte. Et enfin, un univers d'investissement équivalent à ce que les Français connaissent bien, l'assurance vie. Alors, je vous propose peut-être de jeter un coup d'œil sur la stratégie d'allocation des PER. Là, on a une vue assez ensemble, donc pour les 5, sachant que les 3 sont ici, donc le PER, le PERCO, le PERECO, ceux qui ont été promus par la loi Pacte. Laurent, donc, finalement, on est sur un produit d'horizon à long terme, plutôt propice à une certaine forme de risque, en tout cas un besoin de produits financiers dynamiques, et en même temps un univers d'investissement qui ressemble beaucoup à celui de l'assurance vie. Est-ce que ce n'est pas contradictoire et est-ce que, plus généralement, tu peux un peu nous commenter cette stratégie d'allocation du PER telle que le marché l'a définie? Alors, globalement, on voit que la poche action, quand on parle d'action, là, on parle d'OPCVM. On parle d'unité de compte et pas d'un titre vif. On s'aperçoit que la grosse poche est une poche action. Si on fait un comparatif avec l'assurance vie, les ratios sont équivalents si on sort complètement le fonds en euros. Dans l'assurance vie, le fonds en euros, c'est plus de 55% en moyenne mais le reste de l'allocation est assez similaire. Aujourd'hui, les gros produits qui manquent sont les actifs réels, type SCPI et autres produits. Mais sur la répartition, on s'aperçoit qu'on a beaucoup de fonds actions et beaucoup de fonds d'allocation flexible. C'est aussi dû au système de gestion pilotée qui font que l'allocation a une grosse part, sachant qu'on peut passer facilement en flexible d'une poche action à une poche plus
obligataire, et la poche action est toujours présente parce que c'est une culture qui reste assez présente en assurance vie, contrairement à d'autres marchés, si on compare au marché italien, qui est très orienté vers l'obligataire. En France, on l'est un peu moins, à l'exception toujours de la poche en fonds euros. Donc aujourd'hui, la question qui se pose, c'est que tous ces basculements d'assurance vie, aujourd'hui, il n'y a pas de fonds euros. Et le fonds euro, vu son comportement ces dernières années, tout le monde en prédit la mort d'ici quelques temps. Qu'est-ce qui va remplacer le fonds euro? Donc aujourd'hui, on voit que les SCPI commencent à monter. Un certain nombre de produits, tels que les produits structurés, commencent à monter, mais ce n'est pas encore impacté dans le PER aujourd'hui. Donc, pour le moment, on reste sur une allocation quand même assez prudente. Dynamique plutôt. Quand même assez dynamique. Très bien. Alors, concernant cette fois-ci le verdissement du PER, effectivement, on est sur un horizon assez long et naïvement, on pourrait se demander si ce produit n'est pas parfaitement taillé pour les actifs dédiés au développement durable et plus globalement à l'ISG. Alors, qu'en disent ces chiffres? Est-ce que tu peux nous les commenter, s'il te plaît, Laurent? Alors, il ne faut pas oublier que la loi Pacte est passée par là. Il y a eu une forte verdisation de l'ensemble des projets. Il faut savoir que normalement, au départ, il y avait besoin d'au moins une unité de compte avec un label, qui était le label ISR. On est passé après avec un deuxième qui était Greenfin et Finansol, plus là-dessus, les fonds solidaires. Aujourd'hui, avec la réglementation SFDR, on a une nouvelle verdisation globale où on s'aperçoit que c'est peut-être pas tant les produits, les PER qui s'offrent, qui deviennent verts, mais plutôt les unités de compte qui sont aujourd'hui derrière. Aujourd'hui, on a une forte verdisation de l'offre globale des unités de compte en France et même en Europe. On s'aperçoit qu'on a eu, si on prend la création des nouveaux fonds, etc., des fonds verts, la plupart viennent de transformation de fonds existants et pas une création réelle d'un univers où les fonds sont devenus verts. Donc aujourd'hui, la verdisation de l'assurance vie et du PER vient plus de l'industrie des fonds que d'une volonté propre et que de toute façon aujourd'hui, il va être de plus en plus compliqué de vendre un produit qui n'a pas un minimum une étiquette verte. Peut-être pour compléter ce que tu dis, Laurent, et que je rejoins, c'est vrai que d'un point de vue intellectuel, on aurait quand même pu envisager que le PER, puisqu'il est par définition sur un horizon long terme, était le véhicule à consacrer pour développer la finance durable et tout ce qui est l'ordre de la finance à impact, puisqu'on attend justement, par définition, d'avoir un impact, ce qui est plus facile à avoir dans le temps long. Et comme le dit Laurent, en fait, on n'assiste pas plus, pas moins, c'est ni l'un ni l'autre en fait, à un taux d'ISRisation sur le PER. Et donc finalement, on voit bien qu'il n'y a pas de fondement ultra rationnel derrière ça. On n'est pas sur une stratégie d'allocation qui soit typée spécialement retraite, VS, autre chose. On est sur effectivement une industrie des fonds qui du coup suit voilà, la réglementation et ce qu'elle lui impose et qui vient naturellement du coup donner une coloration au produit, mais en dépit de toute considération finalement d'horizon temps. Et c'est peut-être quelque chose de questionnable. Et notamment voilà, pour ceux qui conçoivent les produits ou qui gèrent les fonds, c'est vrai c'est étonnant de se dire qu'on ne voit pas de facteur de corrélation. On a beau tourner les chiffres dans tous les sens. À ce stade, il n'y a pas de facteur de corrélation entre l'horizon d'un produit et son taux de verdissement. Par rapport à ce qui vient d'être dit sur le verdissement ou pas du PER, etc., c'est vrai qu'on est sur on utilise les mêmes briques que l'assurance vie, les mêmes briques que l'ensemble de l'industrie. Et donc, il n'y a effectivement aucun effort particulier qui est fait sur ces briques pour les rendre long terme. Donc, à partir de là, et comme il n'y a pas de contrainte, voilà. Par contre, ce qui pousse l'ensemble du marché, ce sont les investisseurs institutionnels qui commencent à demander d'eux à ce que ces sous-jacents deviennent verts. Mais voilà. Il n'y a pas de réflexion long terme sur les sous-jacents. Très bien. Merci. Alors, je pense qu'il est temps maintenant de parler des FRPS, donc des fonds de retraite professionnels supplémentaires. On a vu que l'allocation jusque-là était certes un peu dynamique, mais en même temps, lorsqu'on
observe nos retours de marché, on a l'impression que les FRPS étaient quand même assez coûteux à mettre en place. Et pour ce type d'allocation, qui, je le rappelle, permet de se dégager des ratios macro-prudentiels de solvabilité 2, donc d'aller vers des actifs plus risqués, est-ce que, Cédric, le FRPS, alors je vais utiliser 3 temps de l'indicatif, mais est-ce qu'il a été utile? Est-ce qu'il est utile? Et s'il ne l'est toujours pas, est-ce qu'il sera prochainement? Donc avant de détailler, pour répondre aux questions, un peu de rappel du contexte de la création des FRPS, donc en quelques dates. 2013-2017. 2013, c'était la création au niveau européen. 2017, la transposition au niveau français. Et la création des FRPS. Ensuite, le grand développement des FRPS est venu par 2016-2019. 2016, l'arrivée de Solvency 2, qui était jugé très contraignant pour les assurances. Donc, on cherchait une nouvelle façon de fonctionner. Enfin, on demandait en tout cas une nouvelle façon de fonctionner. 2019, la loi Pacte, grâce à laquelle on pouvait mettre des PER dans des structures FRPS, je pense qu'il a lancé le développement des FRPS. Les promesses pour l'assuré, c'est protection, transparence et rendement. Protection, parce que ça vise à séparer les actifs liés à la retraite des actifs liés aux fonds généraux. Transparence, donc on assure à l'assuré une plus grande transparence sur la gestion de ses actifs, vu qu'ils sont dédiés spécifiquement à la retraite. Rendement, avec l'idée de faire des investissements plus long terme, donc de faire des investissements adaptés à cette problématique. Les avantages et inconvénients pour l'assureur. Au niveau avantage, ce qui ressort en premier dans les discussions, c'est les fonds propres. Donc c'est moins contraignant sur les fonds propres de faire des investissements dans un FRPS. Ça permet de faire des investissements sur du long terme et un contexte prudentiel plus adapté au long terme pour garantir une meilleure solidité de la structure. Les inconvénients, le premier, c'est les coûts. Au démarrage, ça a été notamment un peu laborieux de déterminer quels allaient être les coûts d'ensemble pour la mise en place d'un FRPS. Le fait de faire les transferts de portefeuille, de voir le cadre juridique, d'organiser tous les impacts opérationnels. Un enjeu staffing. La création d'un FRPS fait intervenir un peu tous les métiers au sein de l'assureur, du front, middle back, il y a différents enjeux. Donc la mobilisation des équipes sur ce sujet est aussi un point important à prendre en compte. Dernier point, paperwork ou administratif, le fait de demander aux souscripteurs s'ils veulent faire passer en mode FRPS avec un PER, c'est beaucoup d'administratif qu'il faut pouvoir régler, digérer. Ok, très clair. Alors, je vous propose peut-être une vue d'ensemble sur les FRPS qui ont été créés. Tu veux peut-être commenter, Cédric? Pour la question, est-ce que c'est utile de faire un FRPS? Je pense que sur ce graphique, on voit que le marché s'est globalement positionné en masse pour passer en FRPS. Il y a quasiment tous les gros acteurs de la gestion d'épargne retraite. C'est vrai que les débuts ont été laborieux. 2018-2019, c'était environ 2 ou 3 FRPS créés chaque année. Et par contre, 2021-2022, il y a eu un vrai boom avec beaucoup de créations. Et maintenant, on voit qu'on a un panel très représenté. Après, pour voir est-ce que ce sera utile et est-ce qu'il y aura un retour sur investissement vraiment intéressant, là, je pense que c'est encore un peu tôt. Il faut se laisser plusieurs années pour le mesurer. Tout à fait. Alors, je vous propose de vous présenter un benchmark que nous avons réalisé sur... pardon, excusez-moi, je me suis trompé. C'est après le benchmark. Je le passe tout de suite alors. Donc là, on a dressé un benchmark donc, de l'allocation des placements des FRPS sur 6 au total. Donc on voit une part très importante ici de l'obligataire. Et je reviens à la précédente pour avoir une vue d'ensemble un peu plus importante et sur une temporalité. Donc ici, on voit l'évolution de l'encours des FRPS sur 3 ans. Alors certains comme l'Abeille ont 2 ans d'antériorité. Et en rouge, l'encours total d'épargne retraite d'un assureur qui pourrait potentiellement être basculé sur un FRPS. Donc on voit ici par exemple chez AXA un encours total très fort et finalement un encours placé sur les FRPS plutôt faible à l'égard
du total. Donc ma question que je vais te poser, Mathilde, c'est finalement, on l'a compris avec ce que nous disait Cédric, les premiers à avoir constitué un FRPS ont un peu essuyé les plâtres, ont supporté des coûts très importants. Est-ce qu'ils en ont retiré un avantage concurrentiel ou quelconque? Alors à ce stade, c'est vrai qu'on aurait pu envisager que les premiers à se lancer dans le chantier du FRPS, parce que comme le disait Cédric, nous on l'a un peu vécu de l'intérieur en tant que prestataire de conseil. C'est quand même des chantiers qui sont sur des mois durant. Il y a beaucoup d'IT derrière ça. C'est très coûteux. C'est assez lourd finalement pour les acteurs. Et c'est vrai qu'on aurait pu envisager que du coup ceux qui faisaient ça, c'était aussi pour aller chercher une collecte complémentaire et gagner des parts de marché. Bon, in fine, c'est pas tout à fait ce qu'on constate aujourd'hui. Après, on peut entendre aussi que c'est une question de timing, puisque les premiers à s'être lancés, c'était 2020. C'est relativement court finalement. On est sur finalement des flux qui mettent aussi du temps à se générer, des transferts qui mettent du temps à se faire. Après, on voit qu'il y a quand même deux typologies d'acteurs un peu différents. Il y a ceux qui ont quasiment tout transféré. Et il y a ceux qui, finalement, on se dit, mais ils ont créé un FRPS, mais ils ont transféré pas grand-chose de leur encours. Pourquoi et donc, en fait, on pense que c'est parce que c'est des typologies d'acteurs qui sont différents. Pour ceux qui ont des typologies de clientèle, un, plus captive et deux, plus collectives, finalement, le FRPS est un véhicule qui a été assez naturellement choisi comme réceptacle des encours. Donc on peut penser à CNP ou à G2R. À l'inverse, pour les acteurs qui ont un taux de PRA plus important que de véhicules collectifs et qui ont des clientèles qui sont plus multi-équipées, moins homogènes, etc. Finalement, ils ont conservé des véhicules différents pour porter leurs encours retraite et ils ont été dans un transfert moins systématique. Oui, tout à fait. Pour compléter ce que tu disais, effectivement, AXA sont très forts en P1 et à l'inverse, AG2R, c'est le leader du PER collectif. Alors, je vous propose du coup de revenir sur le benchmark que j'ai un peu anticipé. Donc on voit ici en fait à l'égard des slides qu'on a vus un peu plus haut sur la stratégie d'allocation en vue d'ensemble, une part beaucoup plus importante sur les obligations. Et la première question qui me vient, c'est finalement on fait des FRPS pour se positionner sur des produits plus risqués et on y met davantage d'obligations que la moyenne. Donc du coup je me tourne vers toi Laurent, est-ce que tu peux nous apporter une réponse? Alors bien qu'on ait appelé ça pendant longtemps, on appelle ça encore le fonds de pension américaine, à la française. On est bien loin des fonds de pension américains. Et là, on retrouve typiquement l'allocation qu'on peut retrouver aujourd'hui dans l'assurance vie avec les fonds en euros. Ça veut dire qu'on a quand même en France cet amour pour le fonds en euros. Donc on l'a aujourd'hui changé avec de l'obligataire, mais on garde cette base très forte qui justement apporte cette protection de l'investissement. Et sur du long terme, logiquement, on a besoin d'être moins offensif, contrairement à ce qu'on pourrait penser. On a plus de temps pour faire du capital, donc un investissement qui rapporte un peu chaque année est plus facile et surtout moins risqué. Le derrière, il y a quand même une grosse notion de risque. Et on retrouve surtout la location typique avec en gros plus de 50% en fonds en euros sur l'assurance vie qu'on retrouve là sur l'obligataire. Donc si on compare aujourd'hui, malgré tout, avec les fonds de pension américains, il ne faut pas oublier qu'on a quand même une retraite complémentaire, principale, qui fait que ça, c'est qu'un moyen complémentaire. Les Américains, n'ayant que ça pour la plupart de leur retraite, sont sur des investissements beaucoup plus risqués. Et même le système derrière, bien que les dernières crises ont un peu nettoyé tout ça, avait beaucoup moins de contrôle sur les investissements qui étaient faits. Très bien. Alors, est-ce qu'à ce stade, donc, on a quand même déroulé pas mal de slides, vous avez des questions sur les FRPS en général? Moi, j'ai une question plutôt sur la réussite ou non du PER. Est-ce qu'on peut dire que, aujourd'hui, on voit que la situation sur les marchés est assez particulière. Est-ce que la situation actuelle, économique, etc., a un impact sur la collecte ou non, au développement du PER par rapport à ce qui aurait
pu être prévu initialement? Alors sur la collecte du PER, non. Sur la collecte UC, oui. On a vécu au mois d'août pour le premier stop dans la collecte depuis plus de 18 mois. Alors, ça peut être un stop qui va certainement être restreint dans le temps. Hein, quand même, on n'anticipe pas non plus un retournement de marché total là-dessus. Pour autant, aujourd'hui, à la maille sous-jacent, oui. À la maille véhicule, non, à ce stade, ça ne génère pas d'inflexion particulière sur les mouvements de collecte. Je ne sais pas si Laurent, tu veux... Ouais, pardon. Sur l'immobilier, c'est quoi le support? Dans les FRPS, là, c'était SCPI et SCI. Ouais, pas les OPCI, donc. Ouais, tout à fait. Je peux la poser comme ça. D'après vous, est-ce qu'il est trop tôt pour dire si on se dirige vers un système de retraite hybride? Ah, c'est... Alors, je ne sais pas si on veut préempter le programme politique tout de suite, mais on voit bien que, en fait, la loi Pacte, c'était quand même un peu un coup de pied dans la fourmilière. C'était le fameux choc de simplification, à minima, pour tenter finalement de sortir d'un système qui avait quand même pas complètement trouvé sa clientèle, en tout cas d'un point de vue individuel, puisque les entreprises avaient quand même plutôt joué le jeu. Et là, maintenant on est à 3 ans de recul. Comme on le disait, il y a eu de la collecte, oui, mais enfin, en immense majorité, ce sont encore des transferts. Finalement, on adresse la retraite comme si l'ensemble des cotisants avaient le même âge au même moment, les mêmes projets et les mêmes plateformes financières, ce qui est quand même assez loin de la réalité. Donc on est sur un choc de simplification, mais pas seulement sur les produits, mais sur la démarche en elle-même. Donc à partir de ce moment-là, il y a tout un bout du marché qu'on n'arrive pas à adresser de manière suffisamment ciblée pour parvenir au système hybride dont tu parles, qui est pourtant très certainement la volonté et qui par ailleurs est quand même un peu le sens de l'histoire, parce que les ratios qu'évoquait Valentin au départ, de toute façon contraignent le système, qu'on le veuille ou non, et qu'on soit pour ou non, à cette refonte de fond en comble. Mais on a deux aspects. On a un sujet de véhicules et de ciblage de la clientèle et par ailleurs un sujet de culture qu'évoquait Laurent, par rapport à une culture américaine ou allemande. La culture française de la retraite, on est un nain de la retraite, quoi, finalement, par rapport à d'autres pays occidentaux qui ont une culture tout à fait différente, mais parce qu'ils ont un système, par ailleurs, qui ne repose pas sur les mêmes piliers et qui permet certainement de laisser plus d'espace à ces véhicules-là. Mais on va le voir, je préempte peut-être un peu la fin, mais il y a aussi, cela dit, une carte à jouer peut-être avec le monde bancaire, puisque les PER bancaires ressemblent quand même, de près ou de loin, à des PEA, voire des comptes titres. Donc ça offre aussi un éventail de possibilités peut-être un petit peu différent du PER assurantiel qui reste encore très copycat de l'assurance vie, voire de l'assurance vie ancienne mouture fonds euro prédominant. S'il y a d'autres questions, je vous propose de continuer. Alors, donc, finalement, comme on vient de le voir, la loi Pacte a redessiné un peu le marché et a mis en concurrence, du moins sur le PER, les banques et les assureurs. Alors, il l'était également sur d'autres secteurs, ça on le comprend bien, mais sur un produit qui a quand même vocation à grossir et à devenir vraiment important. La première question que je t'adresse, Mathilde, c'est finalement, quid de ce décloisonnement? Qu'est-ce que ça va changer dans le paysage concurrentiel entre les banques et les assureurs, leurs relations, mais aussi quel nouveau type d'acteurs cela peut-il amener? Oui, mais c'est un petit peu ce que je disais. Il y a un décloisonnement, effectivement, au niveau, en tout cas, des barrières à l'entrée sur les différents marchés. Bon, pour autant, chacun est quand même resté encore à ce stade un peu dans son couloir de nage. Pourquoi? Parce que, pour plusieurs raisons. D'abord, la culture bancaire n'est pas la culture assurantielle. Les véhicules de départ ne sont pas les mêmes. Les clientèles ciblées sont parfois multi-équipées, mais pour autant, côté banque, sont habituées à d'autres types de produits, d'autres types également de modes de souscription, etc. Enfin, les systèmes bancaires et assurantiels n'ont pas tout à fait la même souplesse. Donc, du coup, on a quand même un marché qui in fine, même si réglementairement est le même,
voilà, reste quand même relativement distinct. Et au milieu de ça, et pour apporter justement la fluidité et la souplesse dont peut-être les institutionnels ont pu manquer, on a d'autres acteurs qui viennent essayer de dynamiser ce mouvement et de prendre une place. Donc voilà, là, il y en a quelques-uns, il y en aurait certainement d'autres. C'est un des plus connus de ceux qui ont aussi résisté à ce boom du disrupting par la fintech. Comme toujours, il y a un petit moment de consolidation par après. Et là, c'est peut-être ceux qui voilà, ont une place aujourd'hui claire dans l'écosystème, qui d'ailleurs sont très souvent en partenariat avec les acteurs de gauche, et qui permettent d'avoir finalement d'aller vers le fameux système hybride dont tu parles, peut-être plus vite que si on laissait des acteurs de gauche faire seuls. Et nous, on voit ça aussi beaucoup côté conseil, parce que donc on conseille plutôt la partie gauche, et très souvent quand même ils sont conscients que tout seuls ils vont avoir du mal, que les je vois que certains sourient dans la salle, que les systèmes sont pas forcément adaptés, ou qu'en tout cas pour les adapter ça coûterait très très cher et ça prendrait beaucoup de temps, et que entre temps ils auraient raté quand même le tournant du marché. Et donc il y a un vrai voilà, il y a eu quand même une vraie restructuration, et ça il n'est pas certain finalement que la loi Pacte l'ait complètement envisagée au départ, mais ce choc frontal de la concurrence a permis à d'autres d'émerger, et finalement c'est certainement bien comme ça. Alors j'ai quand même peut-être une autre question. Finalement, entre la banque et l'assureur, enfin entre la banque et l'assurance, qui a pris le plus au sérieux le sujet du PER, et même si le niveau d'encours me semble être plus important pour l'assurance, lequel des deux est le mieux armé à moyen long terme pour remporter finalement cette bataille? La question est, je l'avoue, un peu tricky. Mais... Oui, je ne sais pas si on peut répondre de manière complètement binaire, mais pour autant, quand même, encore une fois, si on essaie de sortir du modèle assurantiel et de l'allocation en majorité obligataire, eh bien, ceux qui sont en tout cas les mieux armés à date sont quand même plutôt les banquiers, puisque c'est quand même eux qui manient quand même depuis plus longtemps des véhicules avec des classes d'actifs beaucoup plus mixtes que ne l'ont fait les assureurs jusque-là. Donc pour cette raison-là, si on pense que pour retailiser le PER, il faut aller vers un mode PEA ou compte titre, assez naturellement, on se tourne quand même plutôt vers la banque. Et enfin, pour autant, les assureurs, pour répondre à ta question, ont pris au sérieux le sujet et on voilà, essaient également de maintenir à minima leur part de marché, voire d'en gagner. Après, voilà, la question est de savoir si on va basculer finalement vers un système qui se rapproche effectivement plus d'un modèle allemand ou américain, ou si on va rester l'exception à la française. On l'a déjà fait dans plein de trucs, l'automobile. Donc c'est possible. Et dans ce cas-là, l'assureur a encore quand même une grande place. Mais j'ai quand même envie de te poser une question à la suite de ce que tu viens de me dire. Mais quels sont alors les grands chantiers pour l'assurance demain, de ce que je comprends, enfin, pour remporter ces... Peut-être que Laurent t'en voit quelques-uns. Alors, aujourd'hui, un des grands chantiers, c'est la verdisation, sachant qu'avec le questionnaire de préférence ESG, il faut avoir des produits à mettre en adéquation derrière, parce que c'est bien d'avoir un questionnaire, mais si c'est pour dire, pour la diversification, je vous donne totalement autre chose, parce que j'ai rien pour à vous offrir. Donc il y a déjà ce grand chantier qui est en place, et on revient toujours au même sujet. Quid du fonds en euros, qui aujourd'hui rapporte plus rien, qui est toujours présent partout. Donc il va falloir le faire migrer d'une façon ou d'une autre. Les SCPI commencent à arriver, mais ça reste encore une exception française. L'idée, c'est de savoir quels vont être les nouveaux produits de demain qui vont permettre de dynamiser le PER et l'assurance vie. Sur les banques, ils ont un autre avantage, c'est que pour certains, ils ont toujours aussi des filiales qui proposent de l'assurance vie. Donc, ils ont les deux avantages aujourd'hui. Ils ont le compte titre qui permet de faire basculer un certain nombre de clientèles vers le PER, parce que derrière, ils offrent des produits d'assurance, vie, etc. Mais le grand travail des assureurs, on le voit aujourd'hui, c'est vraiment verdiser et avoir une offre qui correspond aux attentes des potentiels clients à venir.
Et peut-être pour compléter, c'est industrialiser du coup derrière le modèle opérationnel, parce que alors, certains maintenant arrivent à proposer des produits, mais en revanche, ils ne les gèrent pas, ou peu. Donc du coup, forcément, ça limite la collecte, parce que dès qu'il y a des flux qui s'emballent, on se dit, voilà, la machine ne va pas suivre. Et donc ça, c'est peut-être le troisième défi. Voilà, il y a un sujet de positionnement, il y a un sujet de verdissement de l'offre, il y a un sujet vraiment quelque part d'ingénierie financière, d'ingénierie produit, et donc de stratégie partenariale un peu différente aussi, parce qu'ils étaient habitués à être assez maison quand même pour la plupart. Et enfin, il y a un sujet de modèle opérationnel, d'où d'ailleurs l'apparition d'un certain nombre d'acteurs de droite qui ont bien compris ça, qui leur permettent de venir parfois finalement reconstruire, ou en tout cas ajouter un add-on à leur modèle opérationnel qui permet de fluidifier un certain nombre des processus qu'ils n'arrivent pas à fluidifier en interne. On parlait de l'émergence en termes de volume des SCPI dans les offres assurance vie. Les assureurs qui gèrent les SCPI autrement que manuellement ne sont pas légion quand même. Donc du coup, pour gérer l'absorption des volumes, même chose pour les produits structurés par ailleurs, qui pour autant existent quand même depuis un petit moment. Donc on a voilà, ça c'est un vrai sujet chez l'assureur, moins un sujet chez les banquiers quand même. Bah justement. Je transmets le micro. J'ai une question au niveau de cette question. Je pense que vous faites référence à une notion de PERCOL. Ouais. Je pense que vous ne l'avez pas marqué. Et on a vu des chiffres sur PERCOL dans le slide précédent. Le terme bancaire, moi j'avais l'impression que c'était quand même une toute petite chose. Vous pouvez nous donner quelques éléments sur ça représente quoi, le bancaire, si vous n'avez pas mis de chiffres Donc, je sais. souvent bien positionnés, mais par contre. C'est vrai qu'il est minime globalement, mais j'ai pas de chiffres sur le PER bancaire. Tac. Donc, oui, pardon. Et effectivement, alors on n'a pas mis les chiffres, mais pour le moment, le PER bancaire est vraiment peu important à l'égard des assureurs. Et d'ailleurs, on pourrait même se demander si la loi Pacte n'a pas été promulguée, enfin, dans sa promulgation, si on n'a pas mis des éléments pour aussi favoriser les assureurs. Maintenant, et je pense que le propos de Mathilde, et c'était aussi, s'inscrivait dans la question, c'est à long terme, à moyen terme, qu'est-ce qui va permettre à la banque d'aller rogner, les parts de marché des assureurs. Pour le moment, on l'a vu, il y a aussi un énorme effet de transfert, et on n'est pas à l'abri d'un nouveau mouvement de collecte et d'un effet de transfert inverse d'ici peut-être un horizon 4-5 ans. Donc, ce qu'on voulait dire par là, c'est que pour le moment, effectivement, je vous rejoins, la part du PER, de l'encours du PER bancaire reste très inférieure à celle des assureurs. Nous, notre propos, c'est de se dire que pour le moment, paradoxalement, la banque nous semble plus armée. Et c'est vrai qu'on pourrait essayer de comprendre pourquoi elle en est encore à un stade assez minime. Après, voilà, l'antériorité, l'antériorité dans laquelle on se positionne est assez courte. Il y a des effets d'habitude. À terme, il y a quand même une forte possibilité pour que la banque, finalement, raflamise, c'est peut-être un superlatif un peu important, mais se fasse une place dedans. Mais encore une fois, on se place sur un horizon 5 ans, voire 10 ans. Mais je ne pense pas que dans 10 ans, justement, on repose cette question ainsi et que les deux se regarderont davantage peut-être en chien de faïence sur ce marché qu'est le PER. Alors, c'est peut-être moins le cas des PER collectifs qui, pour le coup, mais on a vu aussi que la part du PER collectif en termes d'encours reste beaucoup moins importante que celle du PER individuel. Et je pense d'ailleurs que si la banque peut rentrer sur ce marché, ce sera via le PER individuel et comme l'a dit Mathilde, en associant ce qu'elle sait déjà faire, donc du compte titre, du PEA avec de l'UC. Assurance vie. Ah, pardon. Est-ce que le retard pourrait pas venir du manque de formation des forces commerciales dans les banques sur ces sujets? Je pense qu'il faudra se poser la question après le 1er janvier 2023, où pour l'instant, comme on l'a évoqué plusieurs fois, on fait du transfert.
Donc là, les assureurs, par rapport à l'assurance vie, sont mieux placés. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de banquiers qui contactent leurs clients en disant « Est-ce que vous lisez votre feuille d'imposition? Vous savez que vous avez le droit à des avantages fiscaux. » Donc à partir du 1er janvier 2023, on va commencer à voir qu'est-ce qui collecte et qui collecte le plus. Avant, pour l'instant, on est sur l'effet transfert. Donc les assureurs sont mieux placés. Demain, la banque risque de s'armer. Et je ne pense pas que ça soit un problème de formation, on en a parlé aussi au début, c'est aussi un problème de culture. Aujourd'hui, l'assurance vie et le PER, demain, je pense que les banquiers vont être très actifs sur la relation client et regardez bien votre feuille d'imposition, vous avez le droit à beaucoup d'avantages, etc., etc. Moi, je voudrais essayer de voir comment on peut placer le débat entre logique marketing et logique politique. Je vais essayer d'expliquer ce que j'entends par ça. En logique marketing, on a 16 millions de ménages fiscaux qui payent l'impôt. Donc sur les 40, ce qui veut dire qu'il y a toute une partie de Français qui ne payent pas l'impôt. Donc ce n'est pas une incitation, le levier fiscal ne constitue pas pour eux forcément. Bon. Ça veut dire que est-ce que, en reprenant ces chiffres-là, on n'a pas un marché qui est finalement beaucoup plus limité qu'on pourrait le penser dans une problématique hybride? Et d'autant plus que 10% des ménages payent 72% des impôts. Alors ça écrète encore beaucoup plus. On avait ressenti déjà ce problème-là avec le PER qui avait démarré très fort, et puis après qui, je dirais, avait une vitesse de croissance. Et pourquoi je dis on passe d'une logique marketing à une logique politique? C'est qu'en réalité, si je prends que le salariat, je ne prends pas les commerçants, etc., mais si je prends le salariat, on a 25 millions de salariés, tous secteurs, marchands et non marchands. Le secteur marchand, c'est 14,5 millions. Et si je regarde, par exemple, pour ce qui est de l'épargne salariale qui finance un certain nombre de flux sur les PERCO, etc., on a 8 millions qui touchent quelque chose, quoi, grosso modo. Quoi. Voilà. Et donc, à un moment donné, la question, c'est de savoir si dans un régime hybride, le PER trouvera sa place à moyen terme, parce que finalement, autrement, on risque d'avoir politiquement, cette fois-ci, une réaction négative qui considérera qu'on a un marché du travail dual, dans la mesure où beaucoup d'employeurs, par l'épargne salariale, sont à l'origine des flux. Et ça, je trouve que c'est assez inquiétant, parce que ça veut dire que ce n'est pas un système politiquement pérenne. Techniquement, il l'est, mais politiquement, on peut se poser la question, quoi. Oui, oui, je suis d'accord avec vous. Effectivement, ce qu'on évoquait tout à l'heure en début de conférence, je disais que le PER aujourd'hui, c'est encore un produit Wells, en fait. Mais comme l'assurance vie, d'ailleurs. Et effectivement, le package fiscal qui est créé autour de ça, de toute façon, renforce ça parce que par construction ne concerne qu'un bout, enfin, qui se pose la question de défiscaliser en réalité. Donc c'est par construction, effectivement, ça a été de toute façon pensé comme un produit Wells, mais parce que par construction culturellement en France, épargner est un sujet sociologiquement marqué finalement, ce qui n'est pas le cas ailleurs, puisque c'est la seule façon de pouvoir répondre à un certain nombre de besoins une fois la vie professionnelle terminée. Donc on est vraiment dans ce moment de bascule-là, et sur le point de savoir est-ce que le PER demain, dans peut-être une seconde mouture, peut être le fer de lance d'une retailisation réelle de l'épargne? Peut-être, mais en tout cas, certainement pas dans ces conditions-là, parce que dans ces conditions-là, elle ne touche effectivement qu'une toute petite partie, finalement, de la population. Donc, oui, je vous remercie complètement. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être pouvoir passer au cocktail. Alors, avant ça, le moment que vous attendiez tous, mais peut-être avant ça, je vais faire un peu de publicité pour notre livre blanc, donc Épargne retraite, cap sur la capitalisation, donc qui nous a été soufflé par François et sa question. Voilà. Et donc, vous retrouverez le contenu un contenu étalé sur plutôt 30, 40, je crois, ou 50 pages, enfin, assez, tu me confirmeras, donc bien plus détaillé.
avec voilà, beaucoup plus de chiffres, notre analyse, etc. Donc, sa sortie, c'est le 17 novembre. Je continue un peu dans la promotion. Comment, pardon? Voilà, tout à fait. Et écoutez, je vous invite du coup au cocktail qui se déroule derrière, et on va bouger un peu les chaises pour faire de la place et être plus à l'aise.